quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Rappel très important, avant de parler d'Israël-Palestine, les copains. Ce que je voulais vous dire, et pour être très clair avec vous, d'entrée de jeu, vous connaissez la maison, je vais vous parler de la situation géopolitique actuelle à la lumière de ce que l'on peut savoir. C'est-à-dire, je me suis amusé à décortiquer, enfin amusé non, j'ai décortiqué ce qui a pu se dire dans la presse là ces derniers temps, mais encore avant, en faisant un lien avec les différentes pièces du puzzle. Mon objectif est d'analyser en regardant dans le rétroviseur. Je n'ai pas la prétention de vous expliquer ce qui va se passer demain. Non seulement j'ai pas les compétences géopolitiques pour vous faire des prédictions travaillées, et puis je suis pas Nostradamus. C'est-à-dire que faire du commentaire en temps réel pour vous dire ce qui va se passer demain, je suis pas assez bon pour ça. Je suis désolé, je suis pas assez bon pour ça. Donc on va faire comme on fait tout le temps sur Juste Milieu, s'intéresser au réel, s'intéresser aux événements, en essayant de voir ce que le passé peut en dire, de regarder ces événements à la lumière du passé. Et je pense que c'est beaucoup plus éclairant que de venir nourrir des fantasmes en commentant le temps réel sans aucune certitude. Si vous voulez, je peux faire des hypothèses, mais ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi les hypothèses, sinon qu'à entretenir la peur sur des choses qui ne sont pas franchement solides, ne sont pas franchement sérieuses. Donc on pourra le faire à la fin de cette séquence si vous voulez, mais je préfère vraiment regarder dans le rétroviseur pour savoir comment ce passé nous aide à interpréter le présent. Donc, vous avez vu sur le résumé des faits les derniers événements en date, je ne vais pas tout reprendre dans l'ordre, vous êtes au courant. La tension est montée d'un cran, voire de 14 crans, entre Israël et la Palestine, avec une attaque militaire calibrée, organisée, préparée de la part d'Israël contre l'Iran, près d'une centaine de missiles tirés, des interventions du Mossad sur le sol iranien, enfin une opération vraiment prévu de longue date, bien calibré, qui a mis un coup énorme à l'Iran. On parle de plus d'une centaine de victimes, parmi lesquelles des hauts dignitaires, des physiciens nucléaires, une centaine de points stratégiques touchés, des sites nucléaires touchés. Donc un coup d'arrêt fort contre l'état-major iranien et contre leur structure nucléaire, avec cette menace qui date maintenant qui remonte à longtemps il faut agir contre l'Iran avant qu'il soit en mesure de développer définitivement la bombe nucléaire. Donc, en représailles, Israël a subi une centaine de missiles. C'était hier, au moment où j'ai pris mes notes pour le script. Il y a encore eu des attaques cette nuit. Donc, on est en temps réel sur ce que je vous dis. C'est pour ça que je ne vais pas analyser ce qui se passe aujourd'hui ni demain. Ça n'aurait pas de sens. On est en temps réel par rapport à ces événements. Alors, ce qui est certain, quitte à commenter le temps réel avec le plus de vacuité possible, personne d'autre de meilleur que Bernard-Henri Lévy sur BFM TV le 15 juin. On va remonter quelques petites séquences médiatiques comme ça et on commence avec l'éternel BHL qui, vous l'aurez remarqué, a arboré une veste noire. Ça y est, c'est plus la chemise blanche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait faire des hypothèses là-dessus, sauf que j'en ai rien à branler. Lévy, ce que ça montre, en tout cas ces images, c'est qu'évidemment, ce dôme de fer n'est pas infaillible. Ça laisse entendre aussi que potentiellement il y aura d'autres victimes civiles là dans les heures qui viennent, puisqu'on sait qu'un immeuble d'habitation a été touché. Vous pensez que malgré tout il fallait passer par là, que cette intervention, cette attaque israélienne était nécessaire? Je crois qu'elle était non seulement nécessaire mais inévitable, et depuis d'ailleurs de nombreuses années. Israël... Mais pourquoi maintenant? Pourquoi y avait-il urgence alors que des discussions étaient en cours, un nouveau round de négociations était prévu ce soir même? D'abord parce que le round de négociations n'a pas abouti, et parce que la diplomatie a fait faillite, premièrement. Deuxièmement, parce que Israël et le monde avaient l'information selon laquelle, par l'agence, l'AEAI, oui, que l'Iran était en train de franchir le seuil décisif. Voilà, donc le service après-vente propagandiste sur les médias français par Bernard-Henri Lévy, c'est connu, pas besoin d'épiloguer là-dessus. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, déguisé, tu sais pas si c'est un croisement entre Palpatine et un curé de campagne, c'est assez original, mais après tout, pourquoi pas. Et plutôt que de longs discours, et c'est la force, les amis, de la caricature notamment,
il y a un dessin que j'ai trouvé magnifique, en une du Temps, donc l'équivalent du Monde ensuite, en Suisse, qui résume parfaitement la situation, en tout cas le contexte, sur les faits. Ensuite, on va creuser un petit peu, je vais revenir sur quelques piliers de la situation selon moi, en regardant ce que le passé peut nous en dire. Regardez cette une du Temps, les copains, je voulais vraiment vous la partager, je la trouve parfaite. En vérité, je la trouve parfaite. Ce dessin où on voit Netanyahou au milieu, avec son état-major, et Netanyahou qui dit « Nous avions le droit de nous défendre contre les ripostes iraniennes à venir ». Tout est dit, en fait. Ce qui résume la situation, ce qui résume ce contexte, c'est le fait qu'Israël ait fait des frappes préventives contre l'Iran. Au mépris du droit international, évidemment, au mépris de toutes les règles, notamment en frappant un site nucléaire, évidemment, mais tout ça à but préventif. Donc, on ne peut pas mieux dire. Si vous voulez, je pourrais gloser pendant 1 heure à vous dire oui, mais il y a ça, mais en fait, on peut estimer ça. Non, mais c'est la force de la caricature, c'est la force du dessin. Tout est dit là-dessus. Après, comme d'habitude, vous connaissez la maison. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. D'une certaine manière, vous vous débrouillez après. Ah, moi, je vous donne des éléments, je vous donne des faits. Vous trouvez ça bien, vous trouvez ça mal, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Après, ça ne m'appartient pas. Je vous montre juste ces éléments. Et ce dessin, je le trouve parfait parce qu'il renvoie tout le monde, en fait, à son opinion. C'est-à-dire, sur ce dessin-là, il n'y a pas de... c'est un dessin pour ou un dessin contre. On comprend juste que Israël se défend à but préventif. Donc, tout est à questionner. Et c'est ce que je trouve véritablement brillant sur ce dessin. Alors... pour regarder un peu les 3 principaux piliers pour moi de la situation qui permettent peut-être d'analyser un peu mieux, je vais vous les donner. Le premier, c'est Trump, président de la paix, point d'interrogation. Le deuxième, c'est c'est une opération prévue de longue date. Le troisième pilier, c'est le passif personnel de Netanyahou. Et il y a un 4e petit pilier cadeau qui est encore un camouflé pour Macron. Mais ça, bon, c'est peut-être le moins important, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Alors, là, le premier point qui me semble important, et ce que je trouve intéressant, c'est que ça me permet de remettre une pièce dans le jukebox où on va me targuer, on va me dire « Oui, mais Rémi, tu t'en prends encore à Donald Trump. » Et c'est pas faux, c'est pas faux. Mais Donald Trump est au centre de cette affaire. Il est au centre de cette affaire, et le rôle des États-Unis est véritablement un pivot dans ce qui se passe actuellement, et c'est assez passionnant de questionner ce rôle sans conclure, mais de voir un petit peu ce qui est dit. Et notamment dans Le Monde du 14 juin, donc page 5, je vous donne les références, je ne vais pas vous montrer à chaque fois tous les articles, je vous donne les références si vous voulez retrouver les articles. Je vous lis ce qui a été écrit dans Le Figaro du 14 juin. Selon le site américain Axios, qui cite 2 responsables israéliens, Trump et ses conseillers auraient fait semblant de s'opposer publiquement à des frappes israéliennes. L'objectif, selon eux, était de convaincre l'Iran qu'aucune attaque n'était imminente et de s'assurer que les militaires et les scientifiques iraniens figurant sur la liste des cibles d'Israël ne prendraient pas de précautions particulières. Donc, ça, c'est la première piste, parce qu'il y en a plusieurs, et on va toutes les mettre sur la table, on est chez Juste Milieu. La première piste que met en avant Le Figaro, sur la base de ce site américain Axios, c'est de dire que Trump a joué un trouble jeu auprès des Iraniens en faisant croire que les Américains allaient s'opposer aux potentielles frappes israéliennes, et donc en encourageant l'Iran à ne pas être dans la méfiance, à ne pas être dans la prudence. C'est ce que nous dit Le Figaro. Trump a joué un trouble jeu dans l'intérêt d'Israël pour tromper l'Iran. Mais il y a une deuxième piste. Elle a été relevée par Libération du 14 juin, donc je vais vous montrer encore l'article, du 14 juin, page 6, là encore, décidément, c'est cet article-là. Pam, voilà, tac, c'est celui-là. Décidément, c'était parfait jusqu'à présent, tu vois, voilà, hop. Donald Trump face au spectre d'une guerre qu'il voulait éviter. Je vous lis cet article, et c'est notamment ce passage-là, à partir de la fin de la 3e colonne et de la 4e. Je vous lis tout le passage pour comprendre la deuxième piste, la deuxième interprétation du rôle de Donald Trump. Tac. Alors qu'il s'efforce de se forger l'image d'un faiseur de paix en opposition au bellicisme supposé de Joe Biden, voilà Donald Trump pris au piège d'un conflit qui, s'il n'est pas encore le sien, n'emporte pas moins son empreinte. Pour ses détracteurs et de nombreux experts de la région, le retrait unilatéral de l'accord de Vienne a en effet considérablement augmenté le risque d'escalade militaire avec Téhéran.
L'Iran ne serait pas aussi proche de posséder une arme nucléaire si Trump et Netanyahou n'avaient forcé l'Amérique à sortir de l'accord, a déploré le sénateur américain démocrate Chris Murphy. Il s'agit d'un désastre que Trump et Netanyahou ont eux-mêmes créé, et la région risque maintenant de s'enfoncer dans un nouveau conflit meurtrier. Pris au piège de ces contradictions, Donald Trump voit aussi sa réputation ternie par un conflit qu'il n'a ni voulu ni réussi à empêcher. En restant passif face à Netanyahou, Trump a perdu en crédibilité, non seulement vis-à-vis de Téhéran, mais aussi auprès de ses alliés arabes, qui redoutent désormais une déflagration régionale. Nous mesurerons notre succès aux batailles que nous gagnerons, mais aussi aux guerres auxquelles nous mettrons fin. Et c'est peut-être le plus important, aux guerres dans lesquelles nous ne nous lancerons pas, clamait-il le 20 janvier dans son discours d'investiture. De la parole aux actes, le voici confronté au plus périlleux des tests, susceptible de redéfinir son second mandat et de faire définitivement voler en éclats son mirage de faiseur de paix. Donc, ces deux articles, je voulais vraiment vous les proposer, les amis, parce qu'on a deux sons de cloche. On me reproche souvent, et je peux le comprendre, de citer des médias mainstream, il ne faut pas les prendre au sérieux et tout ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que les médias mainstream proposent des analyses contradictoires, et quand on les met sur la table, on fait émerger les deux analyses dominantes. Analyse numéro 1, Trump est complice d'Israël et il a joué un trouble jeu auprès de l'Iran. Analyse numéro 2, Trump n'était pas au courant et s'est fait déborder par Netanyahou. Il s'est fait trahir par Netanyahou. Mais véritablement, c'est pour ça que je vous parle du rôle pivot de Donald Trump dans cette affaire, c'est que c'est la peste ou le choléra. Il n'y a aucune bonne option. Soit Trump, qui avait tant vanté son côté faiseur de paix pendant la période électorale, a menti et en vérité il est complice du régime israélien, soit Trump a été débordé par Netanyahou et ça n'est pas lui qui gère la danse, qui mène la danse comme il aimerait tant le faire croire. Libre à chacun ensuite de choisir. Mais je voulais vraiment mettre en avant ça parce que d'une certaine manière, je suis dans un biais de confirmation parfaitement subjectif, mais d'une certaine manière, ça valide ce que je tends à vous dire depuis plusieurs mois maintenant, d'ailleurs depuis l'investiture de Donald Trump, qui est méfiance. Méfiance parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et on a bien vu que Trump n'était pas nécessairement le faiseur de paix. Et on a bien vu depuis le début, et je prends comme preuve ce que j'ai pu dire chez Idriss Aberkan sur l'entourage sioniste de Donald Trump, qui a autour de lui des gens qui sont des sionistes avérés. J'avais dit dans cette émission qu'il fallait être méfiant là-dessus, parce que ça pouvait cacher certaines choses sur les relations réelles entre le pouvoir américain et le pouvoir israélien. Si on considère cette deuxième hypothèse, enfin cette première hypothèse d'une complicité Trump-Netanyahou, ça valide ça valide cette idée-là. Donc, ce que je veux vous dire par là, les amis, c'est que je suis dans un biais de confirmation par rapport à ce que je vous dis depuis des mois, donc qu'on soit bien d'accord, et c'est pas la vérité. J'ai une analyse qui est celle-là, qui tend à évoluer, qui pour l'instant semble s'appliquer. Maintenant, c'est pas la vérité, c'est une analyse parmi les autres. Et quand on met tout sur la table, je trouve, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, je trouve qu'il est de plus en plus compliqué de commencer à dire que, enfin de continuer à dire que, ouais, mais ça fait partie du plan. Je continue, je regarde beaucoup ce qui se passe sur les réseaux pour voir qui dit quoi dans cette affaire. Je commence à voir des dingueries maintenant. Je commence à entendre des gens qui sont prêts à tout pour défendre Trump, même dans cette situation où soit il a été trahi, soit il a menti. Mais malheureusement, son image en sortira écornée. C'est terrible, mais c'est comme ça. Bon, alors moi, l'explication de « ouais, mais ça fait partie du plan », ça devient très compliqué. Ça devient très, très compliqué. Et pour tout vous dire, on m'invite beaucoup à dire « oui, mais attends, regarde les analyses, regarde les machins, les bidules ». C'est un petit scoop que je vous donne parce qu'on parle beaucoup d'Alexis Cossette. Je lui ai écrit « on est en train d'organiser quelque chose ». Donc, qui sera chouette, je pense qu'il sera un débat de bonne tenue où on va pouvoir confronter, à mon avis, deux analyses. On va essayer d'organiser ça sous peu. Mais j'ai vraiment à cœur, en fait, de proposer ces débats pour mettre tout ça sur la table. Parce que, sans la rejeter d'un revers de la manche et dire c'est de la merde, vous connaissez la maison, c'est pas le genre, mais par intérêt intellectuel, j'aimerais vraiment comprendre les ressorts qui poussent certaines personnes, qui ont pignon sur rue ou pas, à toujours accepter ce que fait Trump, sans jamais le remettre en cause. Jamais. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ouais, mais en fait, c'est le plan. Ouais, mais en fait, vous inquiétez pas, c'est normal.
Et là, franchement, ça commence à faire beaucoup. Avec la situation en Iran, ça commence à faire beaucoup. Encore hier, j'ai eu un petit échange avec Idriss Aberkan sur Twitter, et c'était très chouette. Il posait des questions sur Twitter à ses abonnés. Et on a eu un petit échange où je réagissais sur le fait qu'à un moment donné, ça devient compliqué de trouver des hypothèses qui servent tout le temps à brosser Trump dans le sens du poil. Notamment sur le fait, Idriss se posait la question de savoir si... tu vois, il y a des scénarios. Attends, je vais vous montrer, c'est encore le plus simple. Je vais vous montrer tout ça. Et c'est chouette. Et c'est aussi pour démontrer voilà, que le débat doit être vivant, qu'il n'y a pas de vérité définitive et que c'est à nous, aussi bien créateurs de contenu, on va dire, que spectateurs, de montrer qu'on peut débattre, de montrer qu'il n'y a rien de définitif et qu'au contraire, c'est enrichissant d'en être là-dedans. Attendez, je vous retrouve, je suis sur le compte du camarade Aberkan. Je vous retrouve ça. Pim pam poum. Ah, il tweet beaucoup, hein. Dis donc. Attends, c'était hier, si je dis pas de conneries. 15 juin, c'est hier. Donc, il est chaud. Hein. Attends, ah oui, voilà, c'était celui-là. C'est celui-là, tu vois. Donc, sur les possibilités d'Idriss Aberkan, et que je trouve intéressante. Hein. Simple jeu, Trump cherchait vraiment la paix en Iran depuis le début. Bibi l'a court-circuité et Trump a cherché à s'adapter. Double jeu, Trump cherchait à endormir l'Iran en prétendant négocier. Il découvre que la frappe israélienne n'a rien eu de décisif et décide de se tenir en retrait. Triple jeu, depuis le début, le but de Trump était de forcer Bibi à se compromettre en fonçant tête baissée sur l'Iran et de le laisser seul dans un immense merdier politique. Ça, c'est l'analyse que j'entends beaucoup, hein, notamment du côté des pro-Trump, qui est de dire, en fait, le but, c'est encore une manœuvre. C'est de faire semblant, mais en fait, c'est pour mieux laisser Israël tout seul. Et j'ai essayé de rebondir là-dessus en répondant à Idriss, qui est de dire laisser Netanyahou seul dans la pampa en lui livrant des armes, c'est comme Koh-Lanta, ça ressemble à la vie sauvage, mais au cas où les caméramans ont des sandwichs dans la poche. Donc c'est un peu l'idée. L'interprétation qui est de dire, celle qui ressort le plus du côté des pro-Trump, en fait le but est finalement Trump qui est beaucoup plus malin, qui veut trahir Netanyahou pour le laisser tout seul dans la situation et démontrer la réalité du visage d'Israël. Déjà, quand on voit ce qui s'est passé à Gaza et en Palestine plus largement, on le connaît un peu, le visage d'Israël. Et ensuite, je ne vois pas comment Trump peut laisser Netanyahou seul dans la pampa en continuant les envois d'armes. C'est-à-dire que pendant que Trump fait toutes ces belles promesses de dire on va réfléchir au machin, au bidule, ils envoient toujours des armes. Donc, c'est pas ça une opposition. Quand vous voulez dénoncer un régime mortifère, vous arrêtez de lui donner les éléments avec lesquels il est mortifère. Vous arrêtez de donner des armes, en l'occurrence. Donc, c'est ce que je trouve assez étonnant dans cette interprétation. Là encore, que je ne rejette pas, bien sûr. Mais je commence sérieusement à me demander comment tout ça est tenable de toujours trouver des excuses à Donald Trump. Donc, ça, c'est pour la position américaine sur ce rôle de Trump comme faiseur de paix qui commence à être sérieusement abîmé, hein, soyons clairs. Là, le deuxième pilier de ce que je voulais proposer, là encore, et vous aurez compris mon point de vue, les amis, c'est d'utiliser le passé, de regarder derrière pour tenter d'analyser ce qui se passe. Je ne suis pas dans la prédiction, je ne suis pas dans l'analyse géopolitique en profondeur parce que je n'en ai pas le niveau, mais je scrute ce qui a pu être dit dans les médias mainstream, dans des médias un peu moins mainstream, et de voir quelle gueule peut avoir le puzzle. Le deuxième pilier dont je voulais vous parler, c'est une opération prévue de longue date. Et là, on va rentrer dans un sujet qui fâche. Parce que il y a une vraie question qui s'est pointée dans ma tête ce week-end, en lisant tout ce qui avait pu être dit dans les médias, c'est l'aspect anticipé de cette opération, et qui remet en cause beaucoup de choses. Le premier article que je voulais vous montrer, il est dans Libération du 14 juin, là encore, page 3, allez, bougez pas, j'arrive, il est là. Ça, c'est Libération. Page 3, elle est là. Et donc, cette opération, hein, l'opération israélienne a été intitulée Rising Lion, qui veut dire le lion qui se lève, sauf erreur. Et sur la colonne de droite au milieu, j'ai noté mes petits repères, on attend, ça, voilà, c'est là. Avant de lancer son offensive, Tsahal avait également déployé des réservistes de différentes unités à travers le pays. Cette opération menée sans le soutien explicite des États-Unis fait suite à plusieurs années de préparation, de collecte de renseignements et de déploiement discret d'agents du Mossad sur le territoire iranien, selon une source sécuritaire interrogée par le journal israélien Ynet.
Je ne sais pas comment on prononce, Y à noter. Pour parvenir à ces fins, Israël a ainsi déployé 3 systèmes simultanés. Le Mossad a installé en secret des armes de précision près de sites de missiles solaires au centre de l'Iran, qui ont tiré sur les cibles avec une précision maximale dès le début de l'offensive. Des véhicules dissimulés ont lancé parallèlement des attaques contre les défenses aériennes iraniennes, les neutralisant complètement pour laisser le champ libre aux avions israéliens. Donc, la préméditation, elle est claire. Il y a une deuxième source pour renforcer ce que je vous dis là, c'est dans Le Temps, toujours du 14 juin, page 5, pim pam poum, donc là c'est 7 articles, je vais vous le montrer. Ça c'était Libération, ça c'est Le Temps. 7 articles, donc on a les propos, je vous les cite, hein, j'ai pris mes notes, les propos d'un certain Haggai Cohen, chercheur à l'Institut Weizmann des sciences, qui déclare « Cela fait presque 2 ans qu'on est en guerre, et puis celle-ci était planifiée, certainement de longue date. Rien à voir avec l'attaque du 7 octobre qui nous avait pris de court. » Donc, on a un autre son de cloche, d'une certaine manière, on a un autre son de cloche, mais qui tend à valider la préméditation claire de cette attaque de l'Iran. Sauf que ça fait reconsidérer beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on met tous ces éléments sur la table, là encore, de manière factuelle, ce que je vous dis, c'est le résultat de mes lectures, de travail sur des éléments factuels. Si on nous explique que l'opération était prévue de longue date, on peut, et là on rentre dans l'hypothèse, je le précise, on peut estimer qu'il fallait un motif, qu'Israël n'allait pas attaquer gratuitement l'Iran, sans aucun motif. Et de fait, on se retrouve avec une instrumentalisation des événements. Ce qui nous fait reconsidérer en premier lieu l'affaiblissement du Hamas et du Hezbollah, parce que l'Iran reposait quand même beaucoup sur ces forces-là qui auraient pu venir en aide à l'Iran en cas d'attaque. Le Hamas et le Hezbollah, ils ont mangé cher ces dernières années, ces derniers mois depuis l'attentat du 7 octobre. Donc, il est possible de tout reconsidérer. Quand on remet tout en ordre, on se dit, cet attentat du 7 octobre, est-ce qu'il n'a pas été instrumentalisé par Netanyahou pour justifier d'un plan militaire qui n'a rien à voir d'une certaine manière? Parce qu'il était anticipé de longue date. Ce que nous disent les médias mainstream. C'est pour ça que j'utilise ces sources-là. C'est pour mettre le puzzle dans un autre ordre et vous montrer que les médias mainstream nous disent des choses très intéressantes et qu'il n'y a pas besoin de faire des hypothèses ou d'être complotiste. Il faut lire les journaux, il faut travailler. Et donc, ce que j'ai trouvé fou, c'est que cette piste-là, moi, on pourrait évidemment me targuer d'antisémite, de complotiste, de tout ce que vous voulez, mais on a quelqu'un qui, c'est pas de gaieté de cœur que je le cite, mais on a quelqu'un qui s'est engouffré dans cette piste jusqu'à remettre en cause la possibilité du 7 octobre, c'est un certain Daniel Cohn-Bendit, c'était sur LCI le 15 juin. Regardez, vidéo assez édifiante, si vous voulez. Donc je me cache derrière les propos de Daniel Cohn-Bendit, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est pas un quartier. Encore une fois, le problème. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire Luc. C'est vrai que militairement, stratégiquement, c'est un coup formidable. Mais en Israël, et d'ailleurs dans la diaspora, en tout cas dans ma tête à moi, commence une autre interrogation. Comment est-ce possible n'avoir pas vu ce qui se préparait pour le 7 octobre? Ah bah bien sûr. Avec cette capacité, comment est-ce possible? Et je crois que c'est là où, une fois que cette intervention sera terminée, le questionnement en Israël va aller crescendo. Oui, oui. Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit nous dit ça. Je me cache derrière ses propos. Vous aurez noté que je ne l'ai pas dit, ce qu'il vient de dire. Parce que là, on est sur du complotisme dernière d'âne, voire un propos antisémite clair. Luc Ferry a dit la même chose. Également sur LCI, sauf erreur, c'était dans la même émission d'ailleurs. Luc Ferry a dit la même chose. Qui s'est vraiment passé le 7 octobre, encore une fois, sans être complotiste et paranoïaque, elle se posera. Comment un régime aussi incroyablement informé et soucieux de sa sécurité qu'Israël a pu laisser 1200 Israéliens se faire assassiner par des hordes du Hamas? C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Non. Personne ne peut plus croire ça. Voilà. La question... Donc, vous avez vu ce que dit Luc Ferry. Honnêtement, je vais être très clair avec vous, je n'oserais pas le répéter. Parce que moi, média alternatif, je dis ça, je me fais déboîter. C'est complotiste, c'est antisémite, c'est tout ce que tu veux. Donc je tiens à préciser que je relais les propos de Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit. J'insiste lourdement là-dessus. Ça n'est pas pour me défausser. Enfin, si d'ailleurs, un petit peu. C'est clairement pour me défausser, je préfère l'assumer. Moi, je vous dis ça,
je me fais défoncer. Enfin, si tant est que des fact-checkers en aient encore quelque chose à foutre, mais je me fais défoncer. C'est complotiste, c'est antisémite, c'est pro-Hamas, c'est tout ce que vous voulez. Sauf erreur, j'ai entendu aucun cadre de la France Insoumise, les fameux antisémites machin que le système médiatique essaie de monter aujourd'hui parce que ça marche plus avec l'extrême droite, donc on va tester avec l'extrême gauche. J'ai entendu aucun membre médiatique de LFI dire ça. Même la moitié de ça. Remettre en cause la possibilité d'impréparation réelle du 7 octobre. Donc, elles sont lourdes de conséquences, ces déclarations. Elles sont vraiment lourdes. Et ça émane de Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry. Donc, c'est pour ça que, les amis, je voulais vous parler de cet aspect de l'opération prévue de longue date. Moi, mon argument s'arrête à ce qui nous est dit dans certains médias mainstream, qui est de dire c'est une opération militaire prévue de longue date avant même le 7 octobre. Donc, il y a une instrumentalisation de fait, au moins en termes de communication, pour faire la jonction entre cette opération militaire préparée d'avance et le 7 octobre. Moi, je m'arrête là. Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry vont plus loin avec ce que vous avez entendu, que je ne répéterai pas, pour ne pas relayer évidemment des propos complotistes, et que je condamne le plus fermement. Voilà. Faites des dons au Fonds Marianne, qui est le nom de mon site pornographique personnel. Tous ensemble, tous dans le Fonds Marianne. Donc, on arrête de faire des blagues, je vous vois, voilà, vous êtes dissipés, vous me forcez à dire n'importe quoi. Troisième pilier de l'analyse que je voulais vous proposer, les amis, le passif personnel de Netanyahou. Là encore, je vais répéter ce que j'ai lu dans les médias mainstream, mais vous voyez, c'est finalement assez enrichissant de regarder les médias mainstream. Tout ce que je vous dis là provient des médias mainstream. La dinguerie de Daniel Cohn-Bendit et de Luc Ferry provient de LCI. Donc, il n'y a pas besoin d'être complotiste, une fois de plus. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des sites sombres de je ne sais quoi. Regardez ce qu'ils vous mettent devant les yeux. Et ce qui pourrait être du complotisme pur jus, si ça n'émanait pas des médias mainstream, est complètement validé quand ça passe sur leurs ondes ou dans leurs papiers. Donc, ne vous faites pas chier à être complotiste. C'est mon discours depuis des semaines, vous le savez. Troisième article éminemment complotiste et que je trouve très intéressant, toujours dans Le Temps, que je vous invite à lire vraiment, les amis. Hein. Donc, c'est quand même sérieux, c'est l'équivalent du Monde en Suisse. On peut faire des critiques, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais sur la situation israélo-palestinienne, ils ont des papiers vraiment béton, enfin, que je trouve vraiment très bons. Il y a un article que je veux vous lire quasiment en entier sur le passif entre Netanyahou et l'Iran. Parce que, ce que nous dit, je vous lis le chapeau de l'article pour que vous preniez la température, Benjamin Netanyahou avait fait d'une attaque frontale contre Téhéran l'un de ses principaux chevaux de bataille depuis des décennies. Cette idée fixe s'ajoute à la volonté israélienne de rester l'unique détenteur de l'arme nucléaire dans la région. Donc, je vais vous lire, je chauffe la première colonne d'intro qui n'est pas très intéressante, mais le reste est saisissant. Vraiment, c'est cet article-là, je vous le montre, hop, tac, tac. C'est cet article-là qui s'intitule « Mission Iran presque accomplie ». Je vais vous lire la fin de cette colonne et les 3 colonnes qui suivent, un peu de lecture, et vraiment écoutez attentivement, parce que ça ressemble à du complotisme, ça a le goût du complotisme, mais c'est pas le complotisme. C'est juste du passé, des faits passés qui nous permettent d'éclairer un peu mieux la situation. Au-delà de cette hubris régionale dont fait preuve Israël, fortement exacerbée depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, cette opération israélienne massive résulte d'au moins 2 dynamiques qui trouvent désormais leur point de rencontre aux 4 coins de l'Iran. La première de ces constantes a trait à la volonté d'Israël de rester le seul État de la région muni de l'arme nucléaire. En 1981, la démonstration en était faite lors d'une frappe contre le réacteur irakien Osirak obtenu par Saddam Hussein grâce à la France, à coups de bombes d'1 tonne chacune. Puis, en 2007, c'était au tour de la Syrie et de son réacteur en cours d'installation sur le site d'Al-Kibar. De manière frappante, les autorités israéliennes de l'époque, le Premier ministre Menahem Begin puis Ehud Olmert, avaient tous deux recouru à la perspective d'un nouvel holocauste pour expliquer leur action, comme le fait à présent Benjamin Netanyahou. De manière parallèle, des tensions apparentes avaient surgi avec les administrations américaines qui avaient fait leur possible dans les 2 cas pour se distancier des Israéliens. Cela n'empêchera pas les Américains, lors de leur première guerre contre l'Irak en 1991, de bombarder les restes du réacteur ultra sécurisé Osirak pour finir le travail des Israéliens. Cette première dynamique israélienne est sans doute décisive pour expliquer cette contradiction dans les termes qui consistent pour l'État hébreu à réagir de manière préemptive, s'il le faut avec des moyens disproportionnés,
à tout ce qui apparaît comme une menace. C'est, pour les militaires israéliens, la doctrine Begin et son célèbre plus jamais ça, en référence à la Shoah, qui implique à la notion inhabituelle d'une légitime défense par anticipation et qui, au fil des ans, a été appliquée de plus en plus largement aux voisins arabes avant de trouver son paroxysme à la suite du 7 octobre. Mais cet arrière-fond de doctrine militaire n'aurait sans doute pas suffi sans une deuxième dynamique davantage liée à la personne de Benyamin Netanyahou. L'attaque tous azimuts de vendredi apparaît en effet comme la réalisation d'une idée fixe développée depuis plus de 20 ans par le Premier ministre israélien, avant même en réalité qu'il occupe ce poste. Et là, écoutez bien, on rentre dans le côté rétroviseur là. L'épisode le plus célèbre de cette fixation est celui où un dessin de bombe à la main, Netanyahou affirmait devant l'Assemblée générale de l'ONU en 2012 que l'Iran était à quelques semaines d'atteindre l'arme nucléaire et mettait en garde l'humanité tout entière, qui se trouvait alors, selon lui, au seuil de l'irréparable. Cette alarme, déjà, avait fait passer au deuxième plan la question de la Palestine, dont le président Mahmoud Abbas s'égosillait à réclamer la centralité. À l'époque, ministre de la Défense et chef du Mossad israélien, jugeait l'idée d'une attaque frontale contre l'Iran stupide. Mais Netanyahou a persévéré. Durant la présidence de Barack Obama, l'Israélien a tenté par tous les moyens de saboter l'accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015, avant de finir de convaincre Donald Trump de le jeter aux oubliettes 3 ans plus tard. La presse israélienne s'était fait l'écho de la visite de hauts gradés américains chargés de freiner le Premier ministre, qui tentait de convaincre Donald Trump d'attaquer l'Iran avant la fin de son premier mandat. Il y a 2 mois, ce même Donald Trump avait visiblement surpris Netanyahou en annonçant lors d'une rencontre à la Maison-Blanche que les États-Unis avaient relancé des négociations avec des Iraniens à propos du programme nucléaire. Mais il restait toujours l'autre option précisée par la suite le président américain. Cette autre option, celle que préconise depuis des décennies le Premier ministre israélien, a finalement été choisie. Lors de son allocution de vendredi, s'appuyant aussi bien sur la Bible que sur l'inaction historique face à la montée du nazisme, Benyamin Netanyahou a pris soin de souligner qu'il ne menait pas cette action en son nom propre, mais bien en tant que représentant des forces de la civilisation. Donc là, on a le contexte. Et là, on quitte le territoire du commentaire immédiat de ce qui se passe en live. On replace dans le contexte. Et dans le contexte, cette opération est non seulement l'accomplissement d'une stratégie militaire préparée de longue date, mais c'est surtout l'accomplissement d'une volonté politique historique d'Israël, depuis plus de 20 ans, près de 30 ans même. Donc là, on comprend un peu mieux ce deuxième pilier d'une opération prévue de longue date. C'est pour ça que je voulais vous lire ce papier, peut-être un petit peu long, et notamment le passif personnel qu'a Netanyahou avec cette affaire. Donc là-dessus, les amis, c'est vraiment ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous proposer, d'avoir ces éléments-là. Je le redis, si ça vous fait plaisir, je pourrais me risquer à des hypothèses. Il va se passer ci, il va se passer ça et tout. Honnêtement, j'en sais rien. Je vais vous dire des choses qui pourraient être avérées ou pas. On va perdre du temps. Je préfère vous parler d'éléments qui permettent d'analyser ce qui se passe et peut-être même de mieux comprendre ce qui va se passer. Parce que je pense qu'avec ces lunettes-là, si j'ose dire, on pourra mieux voir les événements futurs. Après, les analyser, vous vous débrouillez. Moi, je ne peux pas faire comme ça de l'hypothèse, de la projection. J'ai à la fois pas le niveau et je ne suis pas devin. Donc, je préfère, dans ce que je vous propose là, les amis, de regarder ce que le passé nous enseigne. Pour finir, je vous l'avais dit, c'est le 4e petit pilier qui est anecdotique en vérité, mais qui en dit long sur la position de la France. C'est Emmanuel Macron, encore un camouflé. Franchement, ça devient bluffant. Hein. Page 4 de la Tribune dimanche, c'était le 15 juin. Je vais vous retrouver l'article. Tu te dis, mais vraiment, c'est Pierre Richard, quoi. C'est Pierre Richard de la politique, mais qui se prendrait pour Brad Pitt. C'est-à-dire que Macron, tout le monde a compris que les dirigeants du monde entier s'essuyaient les pieds dessus, mais le mec essaie de nous faire croire qu'il n'est pas un paillasson. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant, honnêtement, d'en arriver là. Je vais vous lire ce que nous dit la Tribune dimanche. Donc, page 4, on y est. Tu vois, la volte-face de Macron, il y a un passage, voilà, il y a 3 paragraphes, là, je vais vous les lire. Jusqu'à récemment, Emmanuel Macron défendait fermement cette position. Reconnaître l'État palestinien n'est pas seulement un devoir moral, mais une exigence politique, affirmait-il il y a 15 jours. Ces dernières semaines, Paris a tenté, par un important travail de lobbying, de convaincre plusieurs de ses partenaires de l'UE, mais aussi le Royaume-Uni ou le Japon, de sauter le pas. Le résultat s'est avéré plus que mitigé. La Belgique a déjà annoncé qu'elle remettait cette reconnaissance à plus tard. Quant à Londres et à Tokyo, ils se montrent réticents. Voilà. Donc en fait, Macron rate à peu près tout. Il rate à peu près tout. Et on a appris également, pareil, hein, dans les journaux, là, je crois que c'était ce matin que j'ai lu ça, que Macron, mais non seulement, mais aussi l'Union européenne,
n'ont même pas été contactés par l'état-major israélien pour prévenir de l'opération. Donc c'est dire à quel point l'Union européenne, en fait, dans son ensemble, est un gigantesque paillasson bleu avec des étoiles jaunes, parce que ça fait joli, mais tout le monde s'en cire complètement. Ça ne se gère pas avec nous. Donc Macron en est réduit à aller faire un tour au Groenland, voilà, pour tenter d'expliquer que la France allait aider le Groenland si jamais Trump voulait mettre la main dessus. Voilà. Alors il a fait la visite, il avait son gros manteau, c'était impeccable, mais c'est un théâtre qui peut-être un théâtre qui, comment dire, ne perçoit plus que Macron, en vérité. C'est assez fou. C'est vraiment assez fou. Et puis, fin de la blague, pour finir sur une touche légère, et je me suis dit, quand même, c'est une blague. Volodymyr Zelensky espère que le conflit entre l'Iran et Israël ne réduira pas l'aide à l'Ukraine. Ouais. Alors cela, c'est la petite blague pour finir cette séquence, les amis. Zelensky, tu vois, il peut y avoir le monde en feu. Lui te dit, oubliez pas les milliards quand même, parce que c'est pas comme ça que je vais acheter des mouchoirs. J'ai dit des mouchoirs. J'ai pas dit autre chose. Donc, voilà un petit peu, les amis, sur cette séquence-là, ce que je voulais vous dire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette approche, si vous trouvez ça ennuyeux, si vous préféreriez que je mette davantage les pieds dans le plat, que je me mouille un peu plus, que je vous propose des hypothèses. Voilà, je vous ai expliqué ma grille d'analyse aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez ça bien, pas bien, et vous connaissez la maison, n'hésitez pas à venir sur le Discord de Juste Milieu, dans le salon vocal général, vous intervenez, vous donnez votre point de vue, vous êtes évidemment les bienvenus. Et voilà, bien sûr. Tu vois, j'ai tout donné, je baille. Voilà, c'est fou, hein. Donc voilà. Je prends vos messages. Je prends vos messages dans le chat, on y va. Il y a Serendipity 447 qui dit « Si seulement la France était connue pour son expérience diplomatique. » Oui, effectivement. Blueby 3, une approche juste milieu, mais ne te mouille pas plus. Il faudrait parler de lobby qu'on ne doit pas nommer. Après, c'est ce que je dis, l'interprétation, chacun y va. Le rat libre, j'espérais te voir en bikini bleu comme Rima Hassan. Je suis un peu déçu. Je ne montrerai pas la photo, mais je l'ai vu passer sur Twitter, effectivement. Chaîne Zero qui dit c'est pas ton approche, c'est nos intérêts qui m'intéressent, donc ok. Nyang Daouda, tu ne vas pas tarder à te faire taxer d'antisémite à mon avis. Bah écoute, moi j'ai fait que relayer les propos de Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit, hein. Donc attention quand même, hein. Nico Geek 4, Rémi, as-tu vu le documentaire sur les Bibi Files? Non. Alors, j'ai vu dans le chat, j'ai vu que tu as mis un message déjà là-dessus tout à l'heure. Ça me dit rien du tout. Où est-ce que je peux trouver ça? Est-ce que c'est sur Twitter, sur YouTube ou quoi? Alors, mets pas de lien parce que ça va faire des étoiles. Vous pouvez pas partager le lien, je sais pas pourquoi. Mais si tu as la référence, je suis très preneur. Ou tu peux m'envoyer par mail, évidemment, avec plaisir. Voilà. Anarchy08 qui dit au fait Rémi, j'ai réussi à bricoler Discord, si je peux repasser dans la semaine avec grand plaisir. Alors dans la semaine ça va être serré parce qu'on a Juste Bistrot ce soir, demain ça peut le faire, là j'ai un gros programme ce soir, j'ai encore un truc à vous dire, donc ce soir on n'aura pas le temps, mais demain avec plaisir. Isatis40 qui dit manque juste à parler des conséquences pour nous de ce conflit, mais même les conséquences en vérité, là-dessus je pourrais faire comme Macron, hein, qui a déjà déclaré que le conflit allait avoir des conséquences économiques sur la France. Bon, bah, là, tu vois, on est dans la défense d'un agenda où il va tirer des conclusions sur des événements qu'il ne maîtrise pas, parce qu'il n'en est même pas informé. Donc, il ne sait pas, en vérité. Il ne sait pas ce qui va se passer. Mais il te dit déjà que ça va faire augmenter le coût de la vie. Ce qui n'a rien à voir, évidemment, avec leur gestion politique. Absolument. Donc, les conséquences pour nous, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Potentiellement, on peut parler de l'augmentation du prix du pétrole, parce qu'effectivement, l'Iran est un pays producteur de pétrole, mais la très grande majorité de la production de pétrole est destinée à la Chine, actuellement. Donc les conséquences en l'état actuel pour l'Europe et l'Occident de manière générale sont assez réduites. Maintenant, ce qui peut effectivement rebattre les cartes, c'est en cas de blocage du détroit d'Ormuz, où une grande partie du commerce international passe, il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu par là, et ça pourrait entraîner des conséquences pour l'Occident. Mais en l'état, il n'y a que la Chine qui est impactée, en fait.
Si la production iranienne de pétrole doit s'arrêter ou doit être lourdement handicapée, il n'y a que la Chine pour l'instant qui est affectée. Donc, mais tu vois, ça c'est ce que j'ai lu dans les journaux, que je peux vous répéter. Mais au moment où je vous parle, s'il y a une bombe énorme sur les raffineries, ça change tout en fait. Donc, je ne peux pas être dans le commentaire où je vais devoir faire une vidéo demain pour redire autre chose, puis après-demain, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est là où je préfère... Enfin, vous avez compris la démarche, je radote, je ne vais pas le dire 50 fois, vous avez compris. Donc voilà un petit peu les amis, là-dessus. Twitch Hatch qui dit, tiens, le pétrole pour la Chine est impacté et Trump n'y est pour rien. Bon, je vous l'ai dit, les copains, je suis dans un biais de confirmation, donc je dévoile mon conflit d'intérêts. Mais pour moi, Trump, je pense qu'il faut à un moment donné voir ce qu'on voit. Et ce qui n'enlève pas tout ce qui est fait de bien, je le redis, mais aujourd'hui sur le rôle, géopolitique de Donald Trump, on est loin du faiseur de paix, on est loin des promesses qui ont été faites et qu'aucun conflit n'est réglé aujourd'hui. Il y a même un nouveau front qui s'est ouvert avec l'Iran. Et qu'on vienne m'expliquer que les États-Unis n'y sont pour rien, ce sont quand même en grande partie leurs missiles qui explosent là-bas. Donc il y a une implication indirecte. On disait la même chose lorsque des pays occidentaux fournissaient l'Ukraine en armes. On disait, c'est quand même le beau rôle d'expliquer que l'Occident n'a rien fait, n'est pas engagé, mais on fournit les armes à l'Ukraine. C'est une responsabilité indirecte. Dans un braquage, l'opérateur qui est à distance et qui bidouille les caméras à distance pour les brouiller et empêcher que la police voit ce qui se passe dans la banque, l'opérateur, il est complice. Donc il est coupable. Il ne sera pas condamné de la même manière que celui qui a le fusil à pompe dans la banque ou la bijouterie, qu'importe. Mais il est coupable. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter avec ces raisonnements à courte vue où on se leurre nous-mêmes. Parce que on parle de deux situations identiques. Quand on reproche à la France d'envoyer des armes aux Ukrainiens pour se faire crever à notre place et que le pouvoir français dit « on n'y est pour rien », il faut reprocher la même chose à Trump vis-à-vis d'Israël, sinon on est malhonnête. Alors, l'aide militaire à Israël ne date pas d'hier. Je crois qu'on parle de 3 milliards de dollars par an en matériel militaire. Ça fait plusieurs décennies que ça existe, donc c'est pas nouveau. Mais pour autant, quand on regarde la situation actuelle, on ne peut pas dire que les États-Unis sont pour rien. Pour moi, ça me semble absolument pas sérieux et ça me semble malhonnête. Mais intellectuellement, j'entends. Donc voilà. Je prends un message dans le chat de Leura Libre qui dit « L'Iran est quand même un grand partenaire stratégique de la Chine qui contrôle l'approvisionnement en terres rares nécessaires aux USA pour construire leurs missiles. Est-ce que la Chine va laisser les USA prendre le contrôle de l'Iran sans réagir ?» Alors, tu vois, là, et c'est pour ça que je lis volontiers ton message, ça touche aux limites de mon analyse. Tu veux, sur les intrications entre les différents échanges entre les pays en présence, on va dire, là, ça fait partie de connaissances que je n'ai pas et d'une grille d'interprétation que je n'ai pas, qui peut-être changerait ce que je vous dis, hein, mais je préfère reconnaître, si tu veux, la limite de mon truc. À un moment donné, je peux pas tout savoir. Hein. Si tu veux que je te dise, je suis pas ChatGPT, moi. Voilà, hein, comme ça. Hein. Mais en l'état, j'espère vous proposer un truc qui se tient à la route, hein, quand même. Donc voilà un petit peu, les amis, là-dessus. Ce que je pouvais vous dire sur ces éléments-là, on en reparlera, mais comme dit, comptez pas sur moi pour faire un point tous les jours. Si je trouve des informations pertinentes qui nous aident à éclairer ce qui se passe sans être dans le commentaire en temps réel, on le fera, j'en papoterai, mais je vais pas faire ça tous les jours, parce que ça sert à mon avis, ça sert à rien. Donc voilà, il y a Blueby Boulga qui dit d'accord avec toi Rémi, après je pense que les USA ont les pieds pris dans le sac de nœuds israélien et que même Trump ne peut pas s'en dépêtrer aussi facilement, complètement d'accord. Mon Hervéro, que j'embrasse, j'espère que tu vas bien, qui dit faut aller voir les analyses de Gérard Chevrier, Rémi, sur sa chaîne YouTube. Je vais noter, je connais pas, attends, bouge pas, je me le note, je connais pas, je suis pas bon. Attends, tac, Gérard Chevrier, voilà. Il a un rapport avec Aurore Berger, parce que du coup, ils peuvent faire une équipe là. Je vais regarder, voilà, c'est noté. Si j'ai croisé son visage, ça me dit quelque chose. Je vais regarder ça avec plaisir. Voilà, je me le mets de côté. Nathan, pas l'occasion, qui dit salut. J'ai lu un article justement qui disait qu'Israël a obligatoirement besoin de bombes américaines pour certaines cibles souterraines. On sera bientôt fixé. Mais ça, pour le coup, c'est une évidence. Sans être un expert de la question, vous faites un calcul basique, vous vous renseignez, vous regardez la production en matériel militaire d'Israël. Et vous regardez s'ils peuvent mener un conflit tout seuls. Et à partir de là, vous regardez qui envoie des armes, donc qui est complice. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous parle de réflexion factuelle, terre à terre. Après, il y a tout l'emballage idéologique, moral,
où chacun va chercher à justifier ou non, à enraciner cette complicité ou non, mais ça ne dépend plus de moi. Moi, ce que je veux vous dire, c'est juste de regarder factuellement ce qu'il en est. C'est la même chose pour l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine résiste à la Russie pendant 3 ans si elle ne compte que sur la production militaire ukrainienne? C'est tout. Donc après, si la réponse est non, moi personnellement je pense que la réponse est non, elle ne peut pas tenir sans armement extérieur, enfin sans fourniture d'armement extérieur. À partir de là, qui fournit les armes extérieures? Donc qui entretient l'Ukraine pour qu'elle puisse durer dans ce conflit? Donc qui a intérêt à ce que ce conflit dure et dans quel but? Et là, on commence à rentrer dans des questions factuelles, mais un peu plus complexes que les gentils, les méchants, et Trump, en fait, il a toujours raison, ou je ne sais qui a toujours raison. C'est ce qui me semble important, si vous voulez, de mettre, et c'est le travail de juste milieu, en vérité, d'un peu tout le temps, de mettre les éléments sur la table, de proposer une grille de lecture concrète, et après, chacun trouve sa conclusion. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, au bout du compte, il faut penser ça. Moi, je vous propose le puzzle. Après, vous vous démerdez. Hein. Vous êtes grand, hein, vous êtes intelligent, je vous respecte. Vous n'avez pas besoin de moi pour penser. Donc, je vous mets les choses sur la table et vous vous débrouillez. C'est comme un buffet canadien. Chacun amène son plat, pam, pam. On a un buffet qui se tient, vous mettez ce que vous voulez dans l'assiette. Hein. Moi, j'ai pris du plaisir à cuisiner. Après, vous vous démerdez. Hein. Ça va, pas tout faire non plus. Hein. Non, mais je dis ça parce que je commence à avoir faim, mais ceci dit, la métaphore du buffet, elle tient la route. Hein.